large réseau national représentant plus de 480 organisations de la société civile, membres dans le cadre du processus RAID+, et 600 organisations sympathisantes localisées directement sur terrain avec une bonne connaissance des textes locaux lui permettant de relayer l'information sur la nature mais surtout les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts ainsi que la mise en œuvre de la RAID+. Le groupe de travail climat RAID rénové se réclame, en tout cas se veut ou se revendique être l'image de la société civile environnementale de la RDC. Bonjour à tous de partout où vous suivez ce programme écologique Objectif Vert. Il reçoit aujourd'hui pour vous le coordonnateur du GTCR, entendez par là le groupe de travail climat rénové, Guy Kajeba. Bonjour Monsieur Guy, merci en tout cas d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci pour cette occasion que vous nous offrez de parler un peu du GTCR, de la société civile, du changement climatique, de la RAID et de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Alors, M. Guy Kajeba, dites-nous, plus de 610 organisations membres de ces réseaux que vous coordonnez ici à Kinshasa. On va dire que vous êtes représentés dans toutes les provinces de la RDC. Dans le concret ou de manière succincte, qu'est-ce que la population, qu'est-ce que le téléspectateur du magazine Objectif Vert peuvent retenir du GTCR? Ce qu'on retient du GTCR, c'est que c'est l'interface au niveau national et international de la société civile environnementale sur les questions de changement climatique et sur les questions de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc vous dites qu'on doit retenir ça de manière succincte, vous êtes représenté dans les 26 provinces, je l'ai dit tantôt, mais qu'est-ce que vos différentes représentations dans les provinces, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que vous ramènent comme écho et qu'est-ce que vous en faites après? Bon, 26 provinces, c'est trop dire. Nous avions commencé par là les 11 provinces initiales, quand on a commencé le projet en 2009. Aujourd'hui, nous sommes à 16 provinces, donc on y va progressivement. Je pense que cette année, on va encore ajouter quelques provinces. Et selon les enjeux, selon l'évolution des enjeux sur le plan climatique, sur le plan de forêt, sur le plan des écosystèmes, de la biodiversité, toutes ces questions-là. Et que donc, c'est sur base de ça que nous essayons de couvrir l'ensemble des étendues, étant donné que nous considérons que le changement climatique, que les efforts de réduction des émissions ne peuvent pas se passer à Kinshasa. Ça doit se passer, c'est une responsabilité des communautés autochtones et locales qui vivent dans les forêts. Voilà. Et c'est de ces forêts-là dont on parle. Alors, ces forêts-là il y a des gens qui sont autour, dans les forêts, et qui vivent avec ces forêts-là. Qui dépendent de ces forêts-là depuis des millénaires. Voilà. Et qu'ils ont droit à l'information, ils ont droit à une reconnaissance quelque part de ces efforts historiques consentis et que c'est ce message-là que nous ramenons, qui a quand même une contribution de les informer, de les encourager, de les encourager, de féliciter pour les efforts consentis. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la déforestation au monde, on est à 0,20 quelque chose % comme RDC et que donc on est parmi les bons élèves. Et ce n'est pas parmi les bons élèves, certes, mais après, nous ne sommes pas non plus les bons exemples à suivre. C'est vrai qu'on déforeste moins, paraît-il, nous ne sommes pas non plus des bons élèves, à ce que je sache. Bon, je ne sais pas, on va se comparer à qui, mais de toute façon, nous sommes le deuxième poumon mondial. Tout à fait. Donc, je ne sais pas comment, avec qui on va se comparer encore si on se dit qu'on n'est pas bon. Et ce sont les meilleures forêts, ce sont des forêts qui contribuent énormément à l'équilibre climatique mondial. Et dans ces forêts, il y a des gens qui sont dedans. Mais en termes de coupe de bois, justement, en termes de déforestation, j'allais dire, sommes-nous des bons élèves? Avoir tous ces bois qui est coupé, qui est amené tout le temps vers Matadi et exporté, je ne sais où, est-ce que nous sommes des bons élèves finalement? Bon, moi je crois que ça c'est une autre question. Tout à fait. On ne peut pas interdire à un pays d'exploiter ou d'exporter ou de vendre le bois comme ressource naturelle. Tout à fait. Et nous ne parlons ici nous ne parlons pas de la régestation ou de la déforestation zéro, nous parlons de la réduction des émissions. C'est donc un problème d'administration et de gestion.
Et là c'est une autre question de la gouvernance en RDC. Voilà. Mais si nous considérons le massif forestier que nous avons, si nous considérons la quantité de CO2 qui sont séquestrés dans ces forêts-là, je vous dis que nous sommes encore très utiles à la communauté internationale et au monde entier. Vous avez tantôt dit que vous étiez une interface entre... voilà, mais moi j'aimerais revenir sur les communautés que vous coordonnez à la base justement, qui dépendent de ces forêts-là. Comment parvenez-vous à faire comprendre à ces gens-là qui doivent préserver ces forêts alors qu'ils dépendent de ces forêts? Le pays a pris l'engagement en ratifiant l'accord de Paris de réduire en tout cas ces émissions. On parle des CDN dernièrement, mais comment vous, en tant que vous êtes proche de la base, vous arrivez à convaincre cette base-là de moins mettre la pression sur les forêts, la forêt qui les fait vivre en fait? Comment vous faites pour concilier les vies, on va dire? Bon, nous avons à son temps une stratégie nationale qu'on a produite qui est un soubassement des études sur les moteurs de la déforestation. On a essayé un peu d'aligner les moteurs de la déforestation selon leur importance. Okay. Et que nous avons identifié à ce moment-là l'agriculture comme un des moteurs de la déforestation. Okay. Donc c'est ces leviers-là que nous intervenons souvent. Okay. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sensibilisons, nous mobilisons nos communautés à avoir un comportement pour faire une agriculture verte, une agriculture résiliente qui protège les forêts, et une autre façon de faire l'agriculture de manière à ce qu'on puisse protéger les forêts. Vous incitez les gens à abandonner l'agriculture surbrûlée? Oui, absolument. Et donner des alternatives. Vous savez que c'est un problème de comportement et de choix. Okay. Le choix, j'appelle ça le coût d'opportunité. On ne peut pas laisser quelque chose pour aller faire autre chose qui ne rapporte pas tel que ça rapportait avant. Et notre contribution qui a été sous-estimée et qui est à 17% à l'accord de Paris, que nous estimons qu'on peut encore revoir à la hausse, compte tenu des potentiels que nous avons sur le plan dans le cadre de la forêt. Alors, vous avez dit que vous êtes en train de chercher des financements. Est-ce que ces financements vont profiter aux communautés locales réellement ou ils profitent à Kinshasa? Je pense que c'est le processus très différent. Okay. C'est un processus qui, comme je vous dis, c'est un processus qui est basé sur les résultats sur le terrain. Nous avions à un moment encore développé un certain nombre d'outils et que ces outils nous permettent un peu de nous rassurer que les financements sont... C'est en fait difficile aujourd'hui de prendre des engagements et de les gérer à Kinshasa. Okay. L'exemple que je vous donne, c'est si quelqu'un décide de brûler une forêt avec une allumette, qu'est-ce que ça va faire? Alors vous vous engagez pour réduire les émissions, pour préserver les forêts ici à Kinshasa, et ça sera un problème. Oui. Donc notre engagement ne réussira pas. Donc nous sommes obligés, et c'est ça l'avantage du processus, c'est que nous sommes, nous comme société civile, obligés de ramener tous les efforts financiers, tous les flux financiers vers les communautés qui doivent définir des alternatives, en fait, d'éviter la déforestation. Alors vous avez dit que vous êtes en train de drainer tous les flux financiers vers les communautés, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ces communautés, pour justement qu'on voie dans les concrets ce que ces financements fait pour eux? Concrètement, il y a, je pense que c'est un engagement de la République. Nous, on est société civile. La République a des engagements au niveau international pour donner des financements. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de financements qui développent un certain nombre de programmes et projets. Évidemment, il y a des programmes habilitants et des programmes sectoriels. Les habilitants, c'est dans le cadre d'abord de mettre en place les standards nécessaires, les repères nécessaires, les guides nécessaires, notamment la réforme qui doit être des réformes qui doivent être des réformes qui permettent à ce que d'abord on ait un consensus sur les espaces à utiliser, que ce soit foncière, que ce soit aménagement des territoires, agriculture et forestier. Ça, c'est une partie du financement. La deuxième partie du financement, c'est dans les programmes intégrés RAID que nous appelons. Ce sont des programmes transversal, on va dire. Oui, qui prennent en compte d'une façon globale tous les secteurs qui contribuent à la déforestation dans un milieu donné. Voilà. Vous savez très bien avec nous que dans chaque espace, dans chaque juridiction, le moteur de déforestation c'est différent selon qu'on est dans des provinces. Voilà. Et que donc dans ces périodes-là, telles que conçues, on essaie d'adresser, on essaie d'appuyer, de financer un certain nombre d'activités pour exercer, pour entraîner, pour exercer les communautés à développer des initiatives qui ne mettent pas de pression sur la forêt. Alors, je vais quand même revenir sur cette question d'action concrète. D'après les informations, vous aurez reçu, si je ne m'abuse, des millions de dollars de la part, en fait, dans le cadre du FONARED. Les actions que vous avez énumérées, est-ce que cet argent entre dans ce cadre de ces actions qui ont été menées par rapport à la création des activités? Est-ce qu'il y avait eu, on va dire, formation, sensibilisation? Je reviens encore pour demander, de manière concrète, qu'est-ce qui avait été fait? Bon, beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. On ne sait pas faire un bilan ici.
Nous, comme GTCR aujourd'hui, on est, comme je vous dis, on fonctionne dans 16 coordinations provinciales. Nous avons 16 coordinations provinciales. Okay. Vous savez très bien, vous avez dit au début que nous avons 600 organisations. Ces organisations, nous faisons les plaidoyers au niveau national pour remonter les informations, beaucoup d'informations, de discussions que nous amenons au niveau national. Maintenant, ici, dans quelques instants, on a un comité de pilotage de FONARED. Nous devons parler, nous avons dit, nous devons avoir les éléments d'information qui viennent des terrains par rapport aux réalités, par rapport au vécu quotidien des communautés. Et ce travail-là est fait au niveau de coordination provinciale où nous avons des experts qui travaillent avec toute la province pour identifier, pour suivre, pour monitorer l'ensemble des initiatives qui se font sur le plan local et remonter l'information dans l'ensemble. Le GTCR est un regroupement, est un réseau de plusieurs structures. C'est une structure, on va dire, elle en fait, le GTCR en soi est un réseau membre de la société civile. Comment il fait pour vivre le GTCR? Nous sommes d'abord des militants. Nous sommes défenseurs des droits des communautés locales et peuples autochtones. Nous sommes des activistes. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires, nous ne sommes pas des bureaux d'études ou des commerçants, nous sommes une ONG. L'idée d'abord, c'est l'engagement citoyen de nos communautés pour travailler pour l'intérêt de nos communautés. Ce n'est pas non plus du bénévolat, coordonnateur? Je disais que c'est du bénévolat, je dirais. Parce que je ne vois pas quelle serait la rémunération qu'on pourrait donner à 600 organisations pour qu'ils fassent leur travail. Je crois que les engagements sont des engagements citoyens, les organisations sont des organisations de la société civile qui se sont engagées pour accompagner les communautés avec les efforts de par-ci par-là. Nous ne savons pas vous dire aujourd'hui, nous avons des organisations comme SERADEP, comme RRN, comme toutes ces organisations qui sont là, qui travaillent, qui cherchent des financements par-ci par-là et qui intègrent dans leur programme un programme qui concerne le changement climatique et la réduction des émissions. D'autant plus que c'est une question importante parce que quand vous arrivez, même les communautés sont conscientes que le changement climatique est une réalité. Parce que les gibiers sont en train de disparaître, l'eau s'assèche. Oui, il y a des inondations. Je ne pense pas qu'il faut qu'on soit payé pour comprendre qu'on a un problème, on a son propre problème qu'il faut régler. Un peu du bénévolat, je vais bien vous croire. Alors, coordonnateur, le pays a quand même des problèmes, on va dire, assez sérieux. Concernant, par exemple, le peuple autochtone, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu quand même tuerie de plus de 46 individus pygmées dernièrement dans la province de l'Ituri. Alors, est-ce que vous avez suffisamment de moyens de faire changer les choses? Parce que les pygmées sont quand même, on va dire, les gardiens des forêts. Est-ce que vous, en tant que GTCR, vous pouvez quand même mener des plaidoyers qui peuvent aboutir pour le changement de leur situation? La survie, la vie des communautés, des peuples autochtones dans ces forêts constitue l'épicentre même de l'existence de ces forêts-là, les raisons de l'existence de ces forêts-là. On ne peut pas parler de ces forêts sans parler de ces gens qui ont vécu à l'intérieur. Qui protègent ces forêts, qui vivent avec dedans et pour que ces forêts soient là. Autrement, peut-être il y a des moments où on devait avoir des pressions industrielles et ces industriels sont un peu réticents quand ils trouvent des communautés dans certaines forêts parce qu'ils disent si on détruit l'écosystème déjà ici, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc nous avons été choqués et nous continuons à être choqués de voir qu'on peut tuer des gens comme ça inutilement. Et c'est quand ça concerne notre travail, notre survie, donc la protection des forêts et des écosystèmes forestiers dans l'ensemble, on ne peut pas, c'est inacceptable qu'on continue à tuer. Et nous avons ce travail-là de protéger, de défendre et de promouvoir les droits des communautés autochtones. C'est parmi le plus de notre pays. Voilà. Alors, pour parler de la question climatique, vous êtes sans ignorer que Joe Biden, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, a décidé de remettre les États-Unis dans l'accord de Paris. Est-ce qu'il y a-t-il un impact? Est-ce que c'est un signal positif pour nous, la RDC aussi? Est-ce qu'on devrait s'attacher à ça? Que présage cette décision des États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, c'est un des grands pollueurs. Il y a un débat entre les États-Unis et la Chine. Et que donc on était mal à point, on était désemparés de voir brusquement comme ça que les États-Unis quittent ce débat-là. Parce que il faut dire que c'était vraiment quelque chose d'inquiétant. Et qu'aujourd'hui, nous sommes contents qu'ils reviennent, parce que le débat sur l'accord de Paris a souffert pendant un temps, depuis l'accord de Paris jusqu'aujourd'hui, de cette absence-là, au-delà de la pandémie qui est venue après. Mais je crois que ces deux éléments-là ont handicapé un peu les combats que nous avons menés pour faire avancer le processus de l'accord de Paris. Alors, je vais revenir encore une fois sur cette question qui, jusqu'à là, je pense que me taraude encore l'esprit.
Avez-vous suffisamment le moyen ou vous pouvez encore faire plus? Est-ce que le GTCR peut mobiliser encore plus de moyens associatifs pour justement l'intérêt de la cause qu'il mène à travers tous les pays? Absolument. Le moyen, c'est en fonction du travail. Le moyen, c'est en fonction du travail. Le moyen ne peut pas toujours suffire. Comme je dis, nous avons un pays vaste. Vous voyez déjà qu'il y a tout un ensemble de problèmes dans ce pays. La mobilité est difficile, les routes sont inaccessibles. Tout à fait. Et que donc, on n'aura jamais, je pense, on n'aura pas les moyens qui peuvent être à la hauteur de nos engagements pour que nous puissions un jour arriver peut-être dans les fins fonds de Ngandajika ou de Bikoro, ou alors dans les Maïndombe, à Kiri, pour retrouver les communautés là-bas et leur parler de ce qui se passe ici. Nous avons peut-être à notre niveau ici développé un certain nombre de canaux de communication et des outils qui nous permettent un peu tant soit peu de faire ce travail, mais l'idée et le travail à faire, c'est un travail de proximité parce qu'il s'agit de changement de comportement. Il s'agit d'un engagement citoyen de la personne qui décide de lui-même, qui comprend de lui-même que ce processus est utile pour moi et moi je me comporte autrement, c'est-à-dire je fais mon agriculture à côté de ma maison dans un espace dégradé, c'est-à-dire que je commence à utiliser moins de bois ou je commence à planter de bois que je vais utiliser au lieu d'aller dans la forêt. Donc ce sont des échanges de proximité, c'est une mission, c'est un idéal et nous allons toujours vers là. Le moyen, il y en a toujours pas assez. Il y en a toujours pas assez. Je ne pense pas que dans notre pays, nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde. Donc, il ne faut pas réfléchir en termes autrement. Okay. Sinon, quand pour arriver à Bandung ici, il faut souffrir si vous allez en parvenir. C'est terrible, c'est toute une journée pour faire 25-30 km, vous voulez quoi? On est là, on doit vivre avec. On va prendre une petite pause quand même pour prendre l'actualité qui a marqué le monde environnemental et on se retrouve tout juste après. L'éducation doit être repensée en intégrant l'éducation environnementale pour respecter la planète ou pour respecter l'autre. C'est l'essentiel du message de l'UNESCO à marge de la Journée internationale de l'éducation célébrée le 25 janvier de chaque année. Selon les estimations mondiales, environ un tiers d'aliments produits pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé chaque année et cela représente près de 1,3 milliard de tonnes de fruits, des légumes, des céréales ou encore des racines perdues à cause des déversements dans la chaîne des récoltes dans les marchés. Au Mozambique, près de 250 000 personnes sinistrées après le passage du cyclone Héloïse depuis le mardi 26 janvier et parmi ces sinistrés, 18 000 sont devenus des personnes déplacées tandis que 76 centres de santé avaient été endommagés et 400 salles d'école détruites par la même occasion. Après la disparition progressive des éléphants observée ces dernières années, des scientifiques ont commencé à utiliser l'imagerie satellitaire pour le compter depuis l'espace. Une technique prometteuse car la conservation des éléphants nécessite de savoir où ils sont et combien ils sont. Cette surveillance précise s'avère donc vitale. Avant de finir, je vais quand même revenir vers le coordinateur parce qu'il y a quand même une question d'un téléspectateur qui m'est parvenue. Alors, en tant que structure, le GTCR a-t-il reboisé? Est-ce que à combien on peut chiffrer l'estimation des hectares que le GTCR ou par l'entremise des structures peut mettre à son actif par rapport au reboisement? Parce qu'après, il faut dire qu'il faut reboiser aussi, non? Pour lutter contre la déforestation. Nous, dans notre principe, c'est les forêts debout. Okay. Sinon, en France, où on reboise tous les jours, on aurait déjà des forêts. Donc le principe, c'est les forêts debout. Garder ce qu'il y a. Donc garder et protéger ce qu'il y a pour que ça se régénère. Garder ce qu'il y a n'exclut pas le fait de reboiser, Cordon. C'est ça que j'étais à dire, je parle de principe d'abord. Okay. Donc on se bat d'abord pour que ce qui existe soit protégé, okay, pour que les forêts qui se sont dégradées puissent se régénérer, une régénération naturelle. Okay. Et après on revient maintenant sur des autres aspects de reboisement, de transformation des déchets, de tout et tout le reste. Alors, nous comme GTCR, comme je dis, c'est un réseau de plaidoyer. Voilà. Au sein du GTCR, il y a 600 organisations. Tout à fait. Chaque organisation a un aspect de questions. Il y a ceux qui accompagnent la communauté de l'agriculture verte, il y a ceux qui travaillent sur les questions de reboisement, il y a les gens qui travaillent sur la transformation des déchets. Il y a tout un ensemble de ces organisations qui font ce travail-là. Okay. Nous avons été effectivement interpellés dans un débat avec le ministre la fois dernière sur le projet des milliards d'arbres du chef de l'État et nous avions promis d'y contribuer
contribuer. Et l'idée, c'était d'abord effectivement d'essayer un peu de remonter les statistiques pour voir un peu à quel niveau nous sommes. 1 milliard d'arbres, oui, mais à partir de comment on prend en compte qui plante, qui ne plante pas. On prend les bateaux à quel moment? Oui, c'est tout ça. Donc c'est la discussion, le débat là-bas, il est encore très complexe. Okay. Je vous dis que dans le principe, au début, nous, on n'est pas, on revient, on va revenir sur les reboisements. Mais vous n'êtes pas là, vous êtes dans le plaidoyer. Nous sommes dans un plaidoyer pour la protection des forêts qui existantes. Okay. On ne va pas demander aux gens d'aller couper le bois dans les forêts et planter. Ça n'a pas de sens pour nous. Donc, si on peut maintenant développer les questions de reboisement, c'est une question soit des alternatives pour le paiement pour les services environnementaux. Voilà. Donc, on plante soit pour récupérer les bacala, oui. Soit pour les arbres fruitiers et tout le reste, pour la survie, parce que nous avons la réduction des émissions doit être en phase avec la réduction de la pauvreté. Tout à fait. Vous voyez, okay. C'est là où nous revenons maintenant sur les questions de reboisement et tout. Et là, nous ne sommes pas encore en mesure aujourd'hui. C'est une étude qu'on va faire cette année, compte tenu de débat qu'on a eu. Avant les journées de l'arbre de l'année prochaine, vous allez reposer la question, nous aurons une réponse. Tant mieux. Alors, après plusieurs années d'activité, les réseaux GTCR s'est imposé, en tout cas dans les paysages RED Plus national, en tant que représentant de la société civile nationale et surtout locale, y compris des peuples autochtones, des minorités, des personnes vulnérables, de la femme, des jeunes, des associations de protection de l'environnement, mais surtout du développement humain. Un petit mot par rapport aux souhaits pour l'année 2021 qui vient de commencer sur les paysages environnementaux de la RDC, un souhait, un vœu à émettre qui sera, on va dire, votre mot de la fin. Nous avons des préoccupations majeures pour la finalisation et les réformes. Pour finaliser les réformes. Vous savez, le soubassement de tout engagement dans ce débat ici, c'est la planification des terres, les espaces pour savoir où est-ce qu'il y a la forêt, où est-ce qu'on peut faire les reboisements. Les réformes, c'est une priorité pour nous cette année. La deuxième priorité pour nous, c'est que nous devons finaliser notre CDN pour que nous puissions les présenter à la COP26 avec des ambitions. Un CDN très ambitieux qui nous permet un peu d'avoir des repères sur les engagements que nous voulons faire au niveau national pour contribuer à la réduction des déforestations. Le troisième pilier pour nous, c'est la mobilisation politique. Nous avons souffert pendant des années d'un engagement moins fort à un très haut niveau dans les combats que nous faisions dans toutes les réunions. Et nous avons comme l'impression qu'il y a des signaux forts aujourd'hui avec les discours du chef de l'État, avec son engagement aujourd'hui, bientôt comme le président de l'Union africaine, la création de l'Agence congolaise de transition écologique. Et beaucoup plus la présidence bientôt de l'Union africaine, de notre République, pour que nous puissions nous un plaidoyer pour amener notre débat à ce niveau-là, à un niveau plus élevé. Et ça, c'est le combat que nous allons mener aussi au niveau du GTCR. Le quatrième élément, c'est combiné avec les CDN, c'est le travail sur les tourbières qui n'ont pas beaucoup été intégrés dans l'ensemble de nos discussions, évidemment en transversal, les sauvegardes, la protection des droits des femmes, la participation des communautés locales autochtones, voilà, les genres et tout, donc en transversal. Si nous avons ces 4, 5, 6 bases de 2021, nous sommes dans les bois, je pense qu'on aura un résultat. Évidemment, en continuant à construire sur l'existant, à accompagner ce qui existe, les efforts qui ont été engagés par rapport au programme intégré RED. Et voilà. Alors, c'est sur ce propos que nous allons clore cet échange avec monsieur. Je rappelle que j'ai recevé aujourd'hui pour vous, dans le cadre de ce magazine écologique, monsieur Guy Kajemba. Il est coordonnateur du groupe du travail Climat RED Rénové. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, coordonnateur. Non, merci. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes là. Nous sommes là pour changer ça. Alors, l'homme pille la nature, mais la nature se venge toujours. C'est sur cette interpellation chinoise que se referme ce numéro de votre mag écologique. Merci à vous une fois de plus pour votre attention soutenue à ce programme. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos suggestions aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.